Il y a un an, le CLJ publiait son rapport révélant des conflits d'intérêts entre juges de la Cour européenne des droits de l'homme et des ONG. Publié d'abord dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, les révélations ont été reprises dans la presse européenne et par de nombreuses personnalités politiques. La Cour européenne n'a cependant pas voulu réagir publiquement. La véracité des faits exposés dans le rapport n'a pas pu être contestée. C'est donc le problème qui a été minoré et le CLJ attaqué. Alors nous allons ce soir faire le bilan et discuter des perspectives de ce rapport avec Grégoire Pupinck, directeur de l'ECLJ et rédacteur de ce rapport. Alors avant de vous donner la parole, Grégoire Pupinck, je vais brièvement rappeler à nos auditeurs le fond du problème. Le lien vers le rapport dont il est question est dans la description de ce podcast et sur le site de l'ECLJ. C'est la question de l'indépendance de la justice qui est au cœur. Le juge est-il juste et indépendant ? Le problème à la Cour européenne des droits de l'homme est le suivant. Les juges ne sont pas forcément des magistrats de carrière, ça peut être aussi des professeurs, des personnes actives dans des ONG. Et le problème, c'est que ces juges peuvent parfois siéger dans des affaires introduites ou soutenues par des ONG pour lesquelles ils ont travaillé avant d'être élus. Alors le CLJ a vérifié ça, a étudié, a regardé les décisions des juges, a regardé leur CV public et les affaires dans lesquelles les ONG sont intervenues. Et des situations de conflits d'intérêts objectifs sont apparues. C'est la conclusion du rapport. Et donc en chiffres, au moins 22 des 100 juges permanents de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont siégé donc entre 2009 et 2019, sont d'anciens fondateurs, collaborateurs ou dirigeants d'ONG qui sont actifs devant cette même cour. Et donc, à 88 reprises, entre 2009 et 2019, 18 de ces 22 juges issus d'ONG ont siégé dans une affaire impliquant leur propre ONG, ce qui constitue donc le conflit d'intérêts. Durant cette même période, je le dis à titre d'information, 7 ONG ont été officiellement impliquées dans au moins 185 affaires. Ce sont les 7 ONG les plus actives à la Cour, devant la Cour donc, européenne des droits de l'homme. Grégoire Pupinck, est-ce que j'ai bien résumé cette affaire ? Merci Christophe. Alors oui, effectivement, la situation est très simple. Les magistrats, les juges qui siègent, les personnes qui siègent à la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas nécessairement issus des juridictions nationales. Une minorité seulement, en fait, sont des magistrats de carrière. Et la majorité, aujourd'hui la faible majorité, mais une majorité quand même, sur les 10 dernières années, sont des juristes qui ont exercé ailleurs, autre part, et donc forcément qui n'étaient pas soumis à un devoir de réserve, qui ont exercé comme professeurs ou comme avocats ou comme militants au sein d'organisations non gouvernementales, si bien que ces personnes sont arrivées ensuite, pour certaines d'entre elles, ont été nommées juges à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme, et ont été appelées à connaître d'affaires introduites par l'organisation pour lesquelles ils avaient travaillé. Donc là, il y a vraiment un cas de conflit d'intérêts, donc effectivement, c'est bien la situation qui a été révélé, qui a été montré par le CLJ. Alors, quelles ont été les réactions les plus notables d'après vous ? Alors, d'abord, il y a eu d'abord, les faits sont graves. Je pense que c'est une chose à souligner, parce que la Cour européenne des droits de l'homme est la juridiction la plus prestigieuse, la plus importante en Europe. C'est elle qui fixe la jurisprudence, les grands principes de respect des droits de l'homme, mais aussi de respect des principes d'éthique judiciaire. Donc c'est vraiment le point de référence majeur en Europe au plan juridique, mais aussi même au-delà au plan moral, puisque c'est la Cour européenne qui fait des grands choix de société en matière notamment de droits des personnes étrangères, d'immigration, en matière de droits de la famille. Donc c'est une juridiction très importante qui doit être exemplaire. Qui se doit d'être exemplaire dans son comportement et en raison de son poids. Et là, ces révélations montre un problème de fond au sein de cette juridiction, puisque un nombre important de ces juges ne respectent pas les règles que la Cour elle-même impose aux États et juge des affaires donc, en situation manifeste de conflit d'intérêts. Donc les réactions ont été évidemment très nombreuses, mais variables selon finalement l'appréciation par les personnes de la Cour. Je dirais que il y a eu des centaines d'articles qui ont été publiés dans la presse. Vous avez parlé du numéro spécial de Valeurs Actuelles en France sur ce rapport, mais il y a eu dans d'autres pays, il y a eu à peu près l'équivalent. En Espagne, le journal ABC, par exemple, a publié aussi un très long article présentant le rapport, et dans de très nombreux pays, en Europe,
en Amérique latine, en Afrique, en Asie, enfin dans le monde entier, il y a eu des articles publiés. Donc voilà, donc il y a eu d'abord une prise de conscience, mais l'élément majeur que je dois dire sur la réaction, c'était quand même finalement le fait que les personnes ou les médias ou les responsables politiques qui veulent protéger finalement le système de gouvernance avec cette cour ont choisi le silence. Oui. Moi, ce que j'ai observé, c'est que même auprès de responsables politiques que je connais bien, que je côtoie depuis longtemps, qui en général sont courageux, beaucoup d'entre eux en fait n'ont pas voulu prendre la parole. Ils m'ont soutenu en silence, enfin discrètement. Ils m'ont dit c'est bien ce que tu fais, vas-y, Va devant. va devant. Mais nous, alors même que eux sont des députés à l'Assemblée du Conseil de l'Europe ou au Parlement européen, n'ont pas osé, n'ont pas eu le courage de prendre position publiquement. Et ça, c'est quand même un signe important. L'élément majeur, c'est la pression, Oui. l'immense pression qu'il y a eu dans cette affaire sur le CLJ, sur les personnes qui ont voulu en parler, qui n'en ont pas parlé. Voilà. Et donc, les réactions, finalement, dépendent largement du courage et de l'indépendance à l'égard de ce système de gouvernance. C'est comme ça que vous l'expliquez, parce que justement, pourquoi c'est une volonté de protéger la Cour, c'est... Voilà, en fait, par exemple, je connais un député à l'Assemblée du Conseil de l'Europe, l'un des premiers à qui j'ai parlé de ce travail, bien avant la publication du rapport. C'est un député qui est très connu dans sa lutte anticorruption à l'Assemblée du Conseil, certains le reconnaîtront. Il est venu chez moi de façon confidentielle, avec toutes les précautions possibles, sous le sceau du secret, enfin, etc. On a discuté, je lui ai présenté le sujet, et il a dit « Ah !» Il était embêté quand il a vu que c'était certaines ONG, notamment l'Open Society. Il a dit « Oui, c'est un vrai problème, mais on ne veut pas détruire la Cour. Donc, on ne dira rien, on ne veut pas porter atteinte à la réputation, et ils sont puissants. » Et donc, cet homme, pourtant, n'hésite pas à s'attaquer au gouvernement turc ou Azerbaïdjan, ou russe. Mais là, il a bloqué. Et voilà, alors même qu'il avait dit qu'il me soutiendrait, finalement, il a préféré garder le silence. Et j'avoue que son téléphone n'a pas répondu pendant quelques semaines. Voilà, d'autres personnes, voilà. Donc il y a eu aussi ces réactions d'autres députés que je connais bien qui m'ont encouragé, nous ont félicité, mais qui, le moment venu d'agir, ont préféré ne pas bouger. Alors j'en viens à l'importance des ONG quand même, leur rôle à la CEDH. J'ai donné ce chiffre de 185 affaires dans lesquelles les ONG sont intervenues publiquement sur 10 ans, ça fait quand même quelques affaires. Comment expliquez-vous le rôle, l'intérêt des ONG auprès de la Cour européenne? Non, les ONG ont un rôle important auprès de la Cour européenne, très important, parce que la Cour, c'est une institution qui est un peu hors sol, même complètement hors sol. Donc elle a besoin, outre les États, d'avoir des correspondants réguliers qui lui permettent à la fois d'introduire des affaires à la Cour et de lui donner une vision, donc de faire rapport sur la situation locale. Donc les ONG sont ces intermédiaires, ces corps intermédiaires qui remplissent le vide, on va dire, qu'il y a entre les instances supranationales et la vie locale. Alors c'est important. Le problème, ensuite, bien sûr, c'est que ces ONG, elles ont un rôle important, un rôle stratégique, mais elles ne sont pas neutres. On vit beaucoup avec l'idée que les ONG, ce serait quelque chose forcément de bien, de généreux, de neutre. En fait, non, les ONG sont très clairement des instruments de pouvoir qui participent à la gouvernance et qui même, à certains égards, deviennent parfois plus puissantes que l'institution qu'elles servent. Donc des ONG auprès de la Cour européenne des droits de l'homme peuvent parfois devenir plus puissantes que la Cour européenne elle-même, et par un effet d'osmose et au-delà de mimétisme, il y a une dépendance qui s'installe entre les deux, et donc l'ONG peut effectivement prendre parfois même un peu le dessus dans l'équilibre général du système. Alors j'imagine que le confinement, le Covid n'ont certainement pas aidé à la diffusion du rapport, puisque ça a occupé l'actualité. Est-ce que des initiatives ont été suspendues? Oui, bon, il devait y avoir effectivement. Alors on attend pour l'instant un petit peu le retour de la vie parlementaire normale, puisque
Voilà, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ne s'est toujours pas réunie en présence en physique à Strasbourg. Oui. Donc voilà, on attend qu'elle revienne pour pouvoir donner suite au rapport au sein de l'Assemblée. Il y a des réunions prévues. Voilà, il y en a d'autres qui étaient prévues effectivement aussi à Paris, dans les universités de Paris, Strasbourg, Varsovie et autres, et qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Et avez-vous, depuis la publication de ce rapport, Grégoire Pupinck, découvert d'autres choses? Ou est-ce que d'autres choses... est-ce que vous avez un peu libéré la parole? Ou est-ce que vous avez pu mener d'autres enquêtes? Oui, bon, il y a beaucoup de... Effectivement, j'ai eu aussi des messages et pas mal d'informations de la part d'anciens juges de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont complété le rapport d'une certaine manière par des informations intéressantes. Donc oui, ce qui apparaît, c'est que, outre la question de la présence massive de juges issus du même réseau d'ONG et des conflits d'intérêts qui en résultent dans le fonctionnement de la Cour, il y a aussi d'autres problèmes qui sont soulevés, qui sont récurrents. L'un d'entre eux, c'est finalement l'importance massive du greffe au sein du système, ça veut dire des fonctionnaires, voyez-vous. Oui. Dans une institution, il y a d'une part les fonctionnaires qui sont là à vie, pour les principaux, ceux qui comptent, et puis ensuite il y a les juges qui sont là pour 9 ans. Et il y a une question d'équilibre de pouvoir qui doit être considérée dans ce système, puisque un juge qui n'a aucune expérience de magistrat, qui a simplement été avocat ou enseignant quelques années, arrive à Strasbourg, autant dire qu'il débarque en général, et il a face à lui un juriste qui travaille dans la CEDH depuis 30 ans. Or, en principe, c'est le juge, n'est-ce pas, qui a le pouvoir de décider, mais dans les faits, c'est bien plus souvent le greffe. Donc il y a, et ce n'est pas nouveau, il y a une lutte d'influence au sein même de la Cour européenne des droits de l'homme entre les juristes fonctionnaires et les juges élus. Les juges élus, par exemple, et c'est incroyable, n'ont pas le droit de choisir des assistants. Donc ils sont vraiment, d'une certaine manière, pour certains, entre les mains des juristes professionnels de la Cour. Et si ils ne conviennent pas parce qu'ils ont trop d'idées personnelles, eh bien, ils vont avoir quelques problèmes dans leur travail. Donc il y a aussi toute cette question interne. Bon, qui a provoqué un certain nombre de tensions au sein de la Cour, mais qui sont importantes, parce que par derrière cela, il y a se pose la question de la liberté vraiment des juges à juger indépendamment de la pression de l'institution. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme, elle-même fait partie du Conseil de l'Europe, elle appartient à une institution qui a sa propre politique. Voyez-vous ? Et donc le risque, c'est que les juges soient un petit peu comme des pièces rajoutées à titre temporaire dans un système qui a sa propre dynamique, sa propre inertie. Et il est très difficile pour des juges, surtout quand ils sont intelligents et indépendants, d'imposer leur marque, d'imposer leur jugement. Voilà, donc il y a cette question, et en cela, le système de Strasbourg se distingue fortement de la Cour de justice de l'Union européenne, où là, les magistrats de Luxembourg peuvent disposer de leur propre cabinet et de leurs propres assistants. Ce sont vraiment les juges de Luxembourg qui décident. Parce que pour que les gens comprennent bien, le problème est en fait assez simple, c'est que quand on envoie une requête à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas le juge tout de suite qui prend la requête, il y en a tellement, voilà. C'est le greffe en fait qui va étudier la requête, et donc il y a un travail de... Voilà, ce sont les juristes fonctionnaires de la Cour, et figurez-vous qu'il arrive, même généralement, que les juges ne voient pas le dossier. Le plus souvent, 90% des cas, d'après le juge de Planchik, au moins, les juges ne voient jamais le dossier c'est le greffe qui prend. Voilà, du requérant. Ils voient simplement un résumé préparé par les fonctionnaires, avec même déjà, bien souvent, un projet de décision. Alors, dernière question pour finir. À votre avis, pourquoi la CEDH n'a pas choisi de répondre ? Est-ce que vous pensez qu'elle a fait le bon choix ? Vous savez, tout ce qui se passe dans la CEDH, en principe, est secret. Alors, bien sûr, on apprend quand même quelques petites choses. Ce qui est certain, c'est que elle n'a pas répondu, considérant le fait qu'il n'y a pas d'erreur dans le rapport.
Voilà, il n'y a aucune erreur dans le rapport. Donc la meilleure défense, finalement, c'est de ne pas répondre. Mais malgré tout, les présidents de la Cour, l'ancien président, le juge Sicilianos, et le président actuel, M. Spano, ont tous les deux répondu. Pour l'un, au comité des ministres, et pour l'autre, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc le rapport existe, le rapport demeure, les faits démontrés demeurent, le problème est là, et de mon point de vue, je suis convaincu qu'une réponse sera donnée tôt ou tard. Elle est évidemment devenue incontournable pour le bien de la réputation même de la Cour. Merci beaucoup Grégoire Pupinck. Restez avec nous pour d'autres informations, parce qu'on aura d'autres nouvelles, je crois, sur la CEDH. Très bonne soirée sur RCF Alsace et à très bientôt pour le grand débat.